Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Le chapitre 1 va donc porter, comme nous l'avons dit, sur l'activation rythmique de la contraction cardiaque. Le plan de ce chapitre sera le suivant. Nous allons successivement décrire le tissu électrogénique et son activité physiologique. Nous parlerons d'automaticité cardiaque, puis de conduction. Enfin, nous étudierons le contrôle de cette automaticité, de cette conduction. Et puis, à titre d'exemple, nous évoquerons les anomalies, les principales anomalies de l'automaticité et de la conduction, non pas afin d'aborder déjà des notions de pathologie, puisque ce cours porte uniquement sur de la physiologie, mais plutôt dans un but d'illustration de ces données. Comme cela vous a été décrit dans le cours d'anatomie, vous savez que le cœur est doté d'un tissu spécialisé que l'on appelle également tissu électrogénique. Ce tissu va générer de façon automatique des impulsions électriques et va les transmettre à l'ensemble des structures cardiaques. Automaticité et conduction sont donc deux propriétés fondamentales de ce tissu électrogénique. La figure 2 illustre de manière schématique la répartition du tissu électrogénique représenté ici en jaune orangé sur une coupe de cœur. Il est constitué du nœud sinusal, du tissu internodal, du nœud auriculo-ventriculaire, du faisceau de His qui se poursuit en un réseau de fibres plus fines que l'on appelle le réseau de Purkinje ou réseau de Purkinje. Parlons tout d'abord du nœud sinusal. Ce nœud est également appelé nœud sino-auriculaire. De là vont naître des impulsions. On l'appellera aussi le centre rythmogène pour cette raison-là. Il s'agit d'une petite bande musculaire de forme aplatie, légèrement en croissant, ce qui n'est pas évident sur cette représentation schématique, j'en conviens, qui fait environ 10 mm de long pour 3 mm de large et seulement 1 mm d'épaisseur. Nous voyons donc que ce centre a une taille tout à fait modeste. Sur cette figure numéro 3, le nœud sinusal cette fois-ci est représenté en bleu. Il est localisé dans la partie supérieure et postérolatérale de l'oreillette droite. Le nom de nœud sinusal vient en fait du fait qu'il est localisé à proximité du sinus coronaire. Le sinus coronaire est en fait une structure dont vous entendrez parler dans le cours portant sur la circulation coronaire et plus spécifiquement sur l'anatomie de la circulation coronaire. Les fibres qui constituent ce nœud sont pratiquement dépourvues de myofilaments contractiles. Ces fibres qui constituent le nœud sinusal ont un diamètre inférieur à celui des fibres musculaires du reste des oreillettes. Ce diamètre est estimé entre 3 à 5 microns contre 10 à 15 microns pour les fibres musculaires auriculaires. Bien évidemment, ces chiffres ne sont pas à prendre par cœur, mais c'est un ordre de grandeur pour vous montrer qu'il y a une différence de taille importante entre les cellules qui vont constituer le nœud sinusal et celles qui constituent le reste des oreillettes. Les cellules du nœud sinusal sont étroitement accolées aux cellules environnantes. Les faisceaux de conduction internodaux assurent la conduction des impulsions jusqu'au nœud auriculo-ventriculaire. Sur ce schéma, ces faisceaux de conduction internodaux sont représentés par les flèches noires, pleines, qui sont donc dans la partie supérieure gauche du schéma au niveau de l'oreillette droite. Les flèches en pointillés qui partent en direction de l'oreillette gauche illustrent le fait que les impulsions vont se propager dans les fibres musculaires qui constituent les oreillettes, de bord en bord, et notamment en direction de l'oreillette gauche. La vitesse de conduction
du tissu auriculaire est d'environ 0,3 mètres par seconde. La conduction, par contre, est plus rapide au niveau des faisceaux internodaux qui sont au nombre de 3 et schématisés par ces 3 flèches en trait-plein et qui, en fonction de leur localisation, vont être baptisés antérieur, médian et postérieur. Dans ces faisceaux, la vitesse de conduction peut atteindre 1 mètre par seconde. Cette vitesse de conduction élevée est liée à la présence conjointe, concomitante, de fibres conductrices et de fibres musculaires auriculaires. Ces faisceaux internodaux sont comparables aux fibres du système de His-Purkinje dont nous parlerons à propos du ventricule. L'impulsion générée par le nœud sinusal va donc atteindre le nœud auriculo-ventriculaire très rapidement. Cependant, au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, donc la structure qui est entourée sur ce schéma, il va se traduire un ralentissement de la conduction. Ce ralentissement de la conduction va avoir des conséquences mécaniques. Il y aura en effet un décalage entre la contraction des oreillettes et la contraction des ventricules. Nous reviendrons sur cette notion dans le chapitre portant sur la pompe cardiaque. En effet, pour que la contraction auriculaire soit efficace en termes de remplissage du ventricule, il faut bien que cette contraction survienne alors que les ventricules sont relâchés et que les valves qui séparent les oreillettes des ventricules soient ouvertes. Donc, j'aborde ces notions ici, mais bien évidemment, nous reviendrons sur celles-ci un peu plus loin dans le chapitre portant sur la pompe cardiaque, comme je vous l'ai dit. Il est également important de retenir que pour des raisons anatomiques, sur lesquelles nous reviendrons au chapitre 4 portant sur le muscle cardiaque, l'impulsion qui est générée par le nœud sinusal ne pourra pas, dans des conditions physiologiques normales, atteindre les ventricules autrement qu'en empruntant le nœud auriculo-ventriculaire. La seule voie de transmission de l'impulsion depuis le nœud sinusal, le centre rythmogène, vers les ventricules, c'est un passage obligé par le nœud auriculo-ventriculaire. Ce nœud auriculo-ventriculaire est donc une structure anatomique dont vous avez ici les caractéristiques: 6 mm de longueur, une largeur de 3 mm environ pour une épaisseur de 1 mm. Il siège dans la région postérieure du versant auriculaire droit du septum interauriculaire. Le septum interauriculaire est une paroi qui sépare, comme vous l'avez vu en anatomie, les deux oreillettes. Eh bien, la position d'une auriculo-ventriculaire est donc au niveau d'une région postérieure de ce septum interauriculaire. La figure de la diapositive suivante illustre schématiquement les portions constitutives du nœud auriculo-ventriculaire et ses connexions avec les structures adjacentes à ce nœud auriculo-ventriculaire. Nous voyons sur cette figure que le nœud auriculo-ventriculaire est connecté avec des faisceaux internodaux et également avec le tronc du faisceau de His. Il existe une portion pénétrante du tronc du faisceau de His qui permet cette connexion entre faisceau de His et nœud auriculo-ventriculaire. Les chiffres indiqués sur cette figure correspondent approximativement au temps exprimé en secondes qui sépare la genèse de l'impulsion, donc qui se fait au niveau du nœud sinusal, vous le savez maintenant, et sa transmission aux différentes zones constitutives du nœud AV. Il faut donc, pour que l'impulsion parcourt la distance du nœud sinusal jusqu'au nœud auriculo-ventriculaire, environ 3 centièmes de seconde. Le franchissement du nœud auriculo-ventriculaire va prendre pour sa part environ 9 centièmes de seconde. À ceci, il va falloir encore ajouter 4 centièmes de seconde pour le franchissement du tronc du faisceau de His. Il se passe donc au total 16 centièmes de seconde entre la genèse de l'impulsion et son arrivée au niveau
du tissu de conduction ventriculaire représenté par les branches du faisceau de His. Ce ralentissement de la conduction au niveau du nœud auriculo-ventriculaire est extrêmement important. À quoi est-ce qu'il est lié? On estime qu'il est lié à la taille des cellules qui constituent le nœud auriculo-ventriculaire. Leur diamètre est en effet plus faible que dans le reste du tissu de conduction. On accorde aussi cette propriété en partie au plus faible nombre de jonctions communicantes qui peuvent exister entre des cellules voisines à ce niveau du nœud auriculo-ventriculaire. Donc, nous allons observer une résistance relative à la conduction. Les cellules du faisceau de His vont quant à elles présenter la vitesse de conduction la plus élevée du tissu électrogénique. Cette vitesse est comprise entre 1,5 et 4 mètres par seconde. Elle est en effet 6 fois plus élevée que celle des fibres myocardiques ventriculaires, c'est-à-dire non spécialisées dans la conduction. Et elle sera également 150 fois plus élevée que celle des cellules du nœud auriculo-ventriculaire. La transmission sera pratiquement instantanée dans l'ensemble des deux ventricules. Cette rapidité de transmission est liée notamment à la taille importante des fibres qui constituent ce tissu, mais également à la grande perméabilité des zones de jonction entre deux cellules conductrices adjacentes, voisines. Chaque branche du faisceau de His se divise progressivement en un réseau de fines ramifications que l'on appelle les fibres de Purkinje. Ces fibres cheminent sous la région sous-endocardique, donc retournez à vos notions d'anatomie pour comprendre quelle est cette région, et ces fibres vont entrer en contact étroit avec les fibres musculaires myocardiques. Il faudra environ 3 centièmes de seconde pour que l'impulsion quitte le tronc commun du faisceau de His pour gagner les fibres de Purkinje. Cette figure donne cependant l'illusion que les branches droite et gauche du faisceau de His sont de taille comparable. Nous avons en effet ici une figure avec une branche droite et une branche gauche dont les diamètres semblent absolument comparables. Ceci n'est pas vrai, car comme cela est mieux illustré sur les figures 3 et 3', il faudra retenir que la branche gauche du faisceau de His est constituée d'un plus grand nombre de fibres que la branche droite. Nous verrons au chapitre 4, portant sur le muscle cardiaque, qu'il existe un parallèle avec l'épaisseur de la paroi des ventricules. En effet, le ventricule gauche est plus épais que le ventricule droit. Il est constitué d'un plus grand nombre de fibres musculaires et il va devoir donc recevoir cette impulsion électrique de la part d'un plus grand nombre de fibres de conduction. Une fois parvenu à l'extrémité du réseau de Purkinje, l'impulsion se transmet à l'ensemble des cellules musculaires. Il n'y a pas une fibre de Purkinje pour une cellule contractile, si bien que l'impulsion va devoir aussi se transmettre de cellules musculaires ventriculaires à cellules musculaires ventriculaires, comme nous l'avons vu au niveau des oreillettes, et ce qui était schématisé par les flèches noires en pointillés sur la figure 2 précédemment. Cette vitesse de conduction est du même ordre de grandeur dans le muscle ventriculaire et dans le muscle auriculaire, soit de 0,3 mètres par seconde. Comme nous le verrons dans le chapitre 4 traitant du muscle cardiaque, au niveau ventriculaire, les bandes musculaires sont organisées en double spirale. De ce fait, l'impulsion va passer de l'endocarde, où sont situées les fibres de Purkinje, vers l'épicarde, en fonction de l'orientation des fibres musculaires, mais surtout avec un décalage d'environ 0,03 secondes. Il en découle que la contraction des cellules musculaires de la région endocardique précède de quelques centièmes de seconde la contraction des cellules de la région épicardique. En résumé, sur ces premières diapositives, il convient de retenir l'architecture du tissu électrogénique, déjà abordé en anatomie, mais aussi l'ordre de grandeur des délais de transmission de l'impulsion, étant entendu qu'il s'agit ici de valeurs normales, physiologiques. Ceci sera utile, notamment, pour la compréhension du chapitre 2,
portant sur l'électrocardiogramme. Nous allons maintenant aborder le point numéro 2, qui est celui de l'automaticité cardiaque. De nombreuses cellules myocardiques ont la capacité de s'exciter et de se contracter spontanément. On parlera de cellules automatiques et donc d'automaticité cardiaque. Cette propriété est dans des conditions normales, spécifiques du tissu électrogénique. Seules les cellules qui constituent ce tissu électrogénique possèdent cette propriété d'automaticité. Mais je prends la précaution oratoire de vous dire qu'il s'agit là de conditions normales. En effet, dans des situations pathologiques, des cellules qui n'appartiennent pas à ce tissu électrogénique pourront développer la capacité de s'auto-exciter et donc de se contracter spontanément. Au sein du tissu électrogénique, c'est le nœud sinusal qui va présenter la fréquence d'automaticité la plus élevée. Sur cette figure, nous voyons l'enregistrement de 3 potentiels d'action successifs d'une cellule du nœud sinusal représentée en rouge. Et on compare ces potentiels d'action à un potentiel ventriculaire d'une cellule musculaire ventriculaire qui est ici représentée en noir. C'est une cellule qui n'est pas automatique, c'est une cellule dont la vocation est de se contracter après avoir reçu l'information d'une cellule automatique. En abscisse, nous avons le temps exprimé en secondes, et en ordonnée, nous avons le potentiel de membrane exprimé en millivolts. Notez que cette figure donne l'illusion fausse que la fréquence spontanée du nœud sinusal est voisine de 1 potentiel par seconde, ce qui revient à dire que nous aurions 60 battements par minute, ou en plus exactement 60 potentiels par minute générés par le nœud sinusal. Pourquoi est-ce que je vous dis que cette illusion est fausse? En fait, c'est effectivement ce qu'on lit sur cette figure, mais c'est un petit peu éloigné de la réalité physiologique puisque on sait que le nœud sinusal a une fréquence spontanée qui est plutôt de 100 impulsions par minute. Nous reviendrons sur cette notion. Pour illustrer ce qu'est la capacité de s'exciter et de se contracter spontanément, voici une cellule automatique qui a été isolée et qui est maintenue en vie par l'apport d'un milieu de survie, un milieu de culture. Vous pourrez observer que cette cellule va se contracter spontanément. Ces potentiels sont mis en évidence en plaçant une microélectrode dans le cytoplasme de la cellule observée précédemment et en mesurant la différence de potentiel électrique par rapport à une électrode de référence que l'on va faire baigner dans le milieu de culture de cette cellule. Cette différence de potentiel va donc être enregistrée. On va observer dans un premier temps que l'intérieur de la cellule est chargé négativement par rapport à l'extérieur. Ces notions d'électrophysiologie vous sont traitées de façon approfondie dans le cours de biophysique du professeur Ben Habid. Nous remarquerons sur cette figure que la valeur la plus basse du potentiel membranaire, que l'on appelle habituellement potentiel de repos, n'est que de l'ordre de moins 60 millivolts pour la cellule sinusale. Alors que la valeur de ce potentiel de repos pour la cellule musculaire sera de l'ordre de moins 90 millivolts, comme nous allons le voir sur la diapositive suivante. Ce potentiel de repos est toujours négatif, mais il varie pour les cellules cardiaques selon la localisation des cellules, entre une valeur de moins 60 et une valeur de moins 95 millivolts. Ce potentiel de repos est dû, comme vous l'avez étudié, aux propriétés de perméabilité de la membrane cellulaire et au fait que les milieux intra- et extracellulaires présentent des concentrations en ions sodium, calcium et potassium qui sont différentes. Voici exprimées en millimoles les concentrations intracellulaires et les concentrations extracellulaires des principaux ions que nous venons de citer, le sodium sur la première ligne, le potassium noté K+, sur la deuxième ligne, et enfin le calcium.
Ce sont les principaux ions impliqués dans la polarisation des cellules cardiaques. Nous noterons que le milieu intracellulaire est presque 30 fois plus concentré en ion potassium que le milieu extracellulaire, et que ceci est l'inverse concernant le sodium. Outre le fait que la valeur du potentiel de repos est différente pour les cellules automatiques et les cellules contractiles, il faut également souligner que le potentiel de repos de la fibre sinusale, de la cellule qui constitue les nœuds sinusales, évolue spontanément avec le temps vers des valeurs positives, alors que le potentiel de repos de la fibre musculaire ventriculaire sera, lui, dit isoélectrique. Ceci est dû à des différences de propriétés de la perméabilité de la membrane cellulaire. Les ions, pour traverser cette membrane, pourront emprunter des canaux ioniques ou des échangeurs ioniques. Ça aussi, c'est quelque chose, ce sont des notions qui ont été abordées notamment dans le cours du professeur Seignerin portant sur les membranes cellulaires. Au sein du muscle cardiaque, nous noterons l'existence de 3 types distincts de canaux ioniques transmembranaires. Par souci de simplification, nous parlerons ainsi du canal sodique rapide, du canal calcique lent et du canal potassique. Le terme de rapide ou de lent va faire référence à la vitesse d'ouverture de ces canaux. En effet, les canaux se distinguent non seulement par le type d'ion auquel ils sont perméables, mais aussi par leur vitesse d'ouverture, par leur conductance, c'est-à-dire par la quantité de courant générée par leur ouverture. Une caractéristique importante, enfin, est leur dépendance vis-à-vis du potentiel membranaire. Cela signifie qu'ils ne peuvent s'ouvrir que lorsque le potentiel de membrane présente certaines valeurs. Nous reviendrons plus loin sur cette nouvelle propriété. Sur la figure numéro 7 sont représentées les conductances ioniques au cours du temps. C'est le temps qui est en abscisse, et donc en ordonnée ce sont les conductances ioniques, pour les 3 ions évoqués précédemment. La conductance sodique est représentée en orange, la conductance calcique est représentée en rouge, et enfin, la conductance potassique est représentée en bleu. Pour un ion donné, les transferts se font dans le sens du compartiment le plus concentré vers le compartiment le moins concentré. Sur cette figure 7', un petit peu plus compliquée maintenant, nous retrouvons l'évolution des conductances dans la partie basse et le rapport temporel qui existe avec le potentiel d'action d'une cellule musculaire ventriculaire. Nous observons qu'au cours du potentiel de repos, les conductances sodiques et calciques sont très faibles, alors qu'à l'opposé, la conductance potassique est élevée. Cette perméabilité potassique au repos est une notion importante à retenir. L'ouverture des canaux sodiques est rapide, fugace, et cette ouverture est responsable, conjointement à la fermeture des canaux potassiques, de la phase montante, la phase ascendante, du potentiel d'action. Cette phase va être nommée phase de dépolarisation rapide. Elle amène le potentiel membranaire vers des valeurs positives. Une nomenclature basée sur la numérotation des phases donne à cette phase ascendante le nom encore de phase 0 du potentiel d'action. La phase suivante est excessivement courte. Elle est nommée phase de repolarisation rapide ou encore phase 1 du potentiel d'action. Elle est créée par la fermeture rapide des canaux sodiques et par le début d'ouverture des canaux calciques. Puis vient la phase nommée phase de plateau ou phase 2 du potentiel d'action. Cette phase de plateau est liée à l'ouverture des canaux calciques et nous voyons sur la courbe des conductances que cette ouverture est plus lente, mais qu'elle est plus soutenue que celle des canaux sodiques. En parallèle, nous assistons à une augmentation lente de la conductance potassique. Enfin,
vient la dernière phase, nommée phase de repolarisation lente ou encore phase 3 du potentiel d'action. Cette phase est liée à la fermeture des canaux calciques, couplée à une ouverture encore plus prononcée des canaux potassiques. Nous retiendrons ici que des médicaments peuvent modifier le fonctionnement de ces canaux et posséder ainsi des propriétés cardiaques bénéfiques ou, pour d'autres, des propriétés cardiaques délétères. Ces notions seront abordées dans les cours de pharmacologie dans les années supérieures. Notez enfin que bien que tous deux chargés positivement, l'augmentation de la conductance sodique se traduit par une dépolarisation membranaire, autrement dit une dérive du potentiel membranaire vers des valeurs positives, alors que l'augmentation de la conductance potassique se traduit, elle, par une repolarisation membranaire, c'est-à-dire une dérive vers des valeurs plus négatives. Ceci est lié, bien entendu, aux différences de concentration intra- et extracellulaire pour ces ions. Lorsque les canaux sodiques s'ouvrent, les ions sodium vont entrer dans la cellule, alors que lorsque les canaux potassiques s'ouvrent, les ions potassium, eux, vont sortir de la cellule. Le phénomène étant cyclique, nous retrouvons le potentiel de repos, tout à droite de cette figure, potentiel de repos que l'on va également nommer phase 4 du potentiel d'action. La dernière phase de l'action correspond au repos, ce qui se traduit dans la sagesse populaire par « après l'effort, le réconfort ». Si d'ailleurs vous voulez en profiter pour faire une pause, avant d'aborder la conduction, c'est peut-être le moment. Revenons maintenant à la capacité des cellules automatiques de présenter un potentiel de repos qui évolue spontanément vers des valeurs positives. Les pessimistes diront des valeurs peut-être moins négatives. Cette évolution amène progressivement le potentiel membranaire jusqu'à une valeur dite de potentiel seuil. Ce potentiel de repos d'évolution spontanée est appelé phase de dépolarisation diastolique lente. Nous avons vu à la diapositive 35, donc 2 diapositives juste avant, que la conductance potassique était non négligeable au cours du potentiel de repos. Revoici cette diapositive. Notez que la courbe en bleu est horizontale lorsque le potentiel membranaire est équivalent au potentiel de repos. Notez aussi que sur cet exemple, il s'agit d'une cellule contractile, une cellule musculaire qui n'est donc pas spécialisée dans l'automaticité et la conduction. Pour une cellule automatique, nous aurions en réalité une diminution progressive de la conductance potassique au cours de cette phase, diminution qui va créer une dépolarisation membranaire, autrement dit, qui va être à l'origine de la phase de dépolarisation diastolique lente. Revenons un instant sur la notion de potentiel seuil. Sur cet exemple, la valeur de ce potentiel seuil est de l'ordre de moins 40 mV. C'est à partir de cette valeur, de ce potentiel, que les canaux sodiques vont s'ouvrir, générant ainsi la phase de dépolarisation. La différence fondamentale entre une fibre sinusale, le tracé rouge, et une fibre musculaire, le tracé noir, est que le potentiel membranaire de la fibre sinusale évolue spontanément jusqu'à atteindre ce potentiel seuil, alors que la fibre musculaire, elle, doit recevoir une impulsion stimulatrice pour déclencher un potentiel d'action. 2 questions peuvent alors venir à l'esprit des plus curieux d'entre vous. La première question est de savoir pourquoi toutes les cellules, en fonction de leur localisation, ne présentent-elles pas la même valeur de potentiel de repos. Nous avons évoqué ce point aux diapositives 25 et 26, avec des valeurs de moins 60 mV pour les cellules automatiques et de moins 90 mV pour la cellule ventriculaire. La deuxième question pourrait être de savoir comment le système peut se renouveler environ 2,5 milliards de fois chez un individu qui vivra jusqu'à l'âge de 80 ans.
En effet, pour que le milieu intracellulaire ne s'appauvrisse pas en ions potassium, ni ne s'enrichisse pas en ions sodium et calcium à chaque potentiel d'action, il va falloir que des échangeurs ioniques rétablissent en permanence les déséquilibres. Vous avez étudié dans le cours du professeur Benabid un de ces échangeurs, je fais allusion à la pompe sodium-potassium. La pompe sodium-potassium est un système de transport actif, on dit actif parce qu'il consomme de l'énergie sous forme d'ATP, c'est une ATPase. Elle est transmembranaire et elle expulse 3 ions sodium en échange de 2 ions potassium. Cette pompe est dite électrogénique, puisqu'elle crée un déséquilibre dans la répartition des charges. Plus cette pompe est active, et plus le potentiel de repos est négatif. C'est cette différence d'activité qui explique les valeurs différentes de potentiel de repos rencontrées entre les différentes cellules cardiaques. C'est également cette pompe qui va être en partie responsable de la chronicité du phénomène. En résumé, sur cette deuxième série de diapositives, il convient de retenir le rôle des canaux ioniques dans l'automaticité cardiaque, mais aussi celui des pompes ioniques. Le rapport entre les conductances ioniques et les différentes phases du potentiel d'action, les notions de seuil d'activation et de dépolarisation diastolique lente. Nous allons maintenant revenir sur des phénomènes qui sont à la base de la conduction de l'influx généré par les cellules automatiques. Nous avons d'ores et déjà décrit le parcours de l'influx et les délais entre le site de sa genèse et sa distribution à l'ensemble du tissu musculaire cardiaque. Nous avons également évoqué la valeur de la fréquence spontanée de genèse de l'influx par les cellules automatiques qui constituent le nœud sinusal et qui est, fréquence spontanée, vous vous en souvenez peut-être, de 100 par minute. Schématiquement, un fonctionnement électrophysiologique cardiaque normal se traduit donc par une impulsion générée par le nœud sinusal, conduite ensuite à l'ensemble des cellules auriculaires, puis ralentie au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, puis enfin conduite à l'ensemble des cellules ventriculaires. De plus, quand les ventricules se dépolarisent, ce qui est en grisé sur le schéma, les oreillettes, elles, vont se repolariser, ce qui apparaît en blanc sur le schéma. Une question est de savoir s'il existe une spécialisation du tissu électrogénique avec un centre générateur des impulsions et des structures conductrices. Vous connaissez la réponse, en partie au moins, et cette réponse peut être apportée ici par cette figure 9. Nous constatons que les potentiels de repos de toutes les structures électrogéniques présentent la caractéristique que nous avons appelée phase de dépolarisation diastolique lente. C'est la pente de cette phase de dépolarisation diastolique lente qui distingue ces structures les unes des autres. Plus la pente est importante et plus la fréquence de genèse des impulsions est élevée. Ce sont les cellules automatiques du nœud sinusal qui présentent la pente la plus abrupte et par voie de conséquence, cette structure présente la fréquence la plus élevée qui est, on l'a dit et répété, voisine de 100 impulsions par minute. Le nœud auriculo-ventriculaire aura, lui, une fréquence spontanée située entre 40 et 50 impulsions par minute, 2 fois plus faible. Le faisceau de His et le réseau de Purkinje présentent une fréquence encore plus faible qui sera comprise entre 10 et 30 impulsions par minute. Il existe donc une hiérarchie qui fait que le nœud sinusal sera évidemment le pacemaker naturel du cœur, autrement dit le centre rythmogène naturel du cœur. Une question est de savoir si la conduction du tissu électrogénique au tissu musculaire nécessite ou pas certaines propriétés.
Voici un potentiel d'action d'une cellule ventriculaire. Cette cellule ne peut pas spontanément, vous le savez, se dépolariser. Son potentiel d'action est donc sous la dépendance d'une stimulation. Cette stimulation peut être apportée expérimentalement et si l'on procède ainsi, on va pouvoir faire ressortir la notion de seuil minimum nécessaire à l'obtention d'un potentiel d'action. Sur ce schéma, les deux stimulations apportées en 1 et en 2 ne sont pas d'amplitude suffisante pour atteindre ce seuil, et ces deux stimulations ne vont donc pas entraîner de potentiel d'action. En revanche, la stimulation apportée en 3 permettra d'atteindre ce seuil, et nous voyons donc le déclenchement du potentiel d'action. La stimulation doit avoir donc une intensité suffisante, mais la stimulation doit également avoir une durée suffisante pour engendrer une réponse. La notion de potentiel seuil a déjà été évoquée pour les cellules automatiques à la diapositive 41. Dans le cas des cellules automatiques, comme dans le cas des cellules ventriculaires, ce seuil est le potentiel membranaire d'ouverture des canaux sodiques rapides. Une autre propriété de la conduction est l'existence d'une période réfractaire. Le potentiel d'action de cette cellule musculaire ventriculaire est déclenché par une stimulation suffisante, en durée et en intensité, appliquée au point 1. Si une deuxième stimulation présentant les mêmes caractéristiques d'intensité et de durée est appliquée en 2 ou en 3, rien ne se produit. La cellule est alors à ce moment-là réfractaire à toute nouvelle stimulation. En revanche, lorsque la stimulation est appliquée au point 4, soit à partir de la fin du premier tiers de la phase 3 du potentiel d'action, la cellule pourra à nouveau déclencher un potentiel d'action. Cela restera vrai, évidemment, jusqu'au début de la phase 0 du potentiel suivant, soit également en 5, mais en 6, etc. L'existence de cette période réfractaire aura comme conséquence que la conduction est unidirectionnelle. Autrement dit, la conduction est antérograde auriculo-ventriculaire. Une conduction rétrograde ventriculo-auriculaire sera, nous le verrons, le reflet d'une anomalie, mais n'est pas une situation physiologique. En physiologie, la conduction est antérograde, autrement dit, dans le sens des oreillettes vers les ventricules. En résumé, sur cette troisième série de diapositives, il convient de retenir que toutes les structures du tissu électrogénique sont des pacemakers potentiels, que pour stimuler une cellule non automatique, il faut une stimulation de durée et d'intensité suffisante, et enfin, il faudra retenir que les cellules excitables ne sont pas excitables en permanence. Il existe une période, dite période réfractaire, au cours de laquelle toute nouvelle stimulation sera sans effet. Nous allons maintenant aborder le contrôle de ces deux caractéristiques du tissu électrogénique dont nous venons de parler, l'automaticité et la conduction. Comme vous l'avez vu dans le cours d'anatomie du professeur Chaffanjon, mais aussi dans le cours de physiologie du docteur de Mattéis, le cœur reçoit une double innervation par les nerfs du système nerveux autonome, qui se divisent en système nerveux sympathique et système nerveux parasympathique. La structure en chaîne des neurones du système nerveux autonome et le rôle des neuromédiateurs sont brièvement rappelés sur cette figure numéro 12. L'innervation parasympathique est accomplie par les nerfs vagues et se distribue majoritairement au nœud sinusal et auriculo-ventriculaire, avec une prédominance du nerf vague droit pour le nœud sinusal et une prédominance du nerf vague gauche pour le nœud auriculo-ventriculaire. Le reste du tissu électrogénique et du tissu musculaire est assez peu concerné par cette innervation vagale. L'innervation sympathique, au contraire, intéresse l'ensemble du cœur, y compris les fibres musculaires. Ceci aura des conséquences notamment sur le contrôle du débit cardiaque, sur lequel nous reviendrons en toute fin du cours portant sur la physiologie du cœur. Dès lors,
il sera donc possible de distinguer les effets liés à la stimulation sympathique des effets liés à la stimulation parasympathique. Commençons par ce deuxième volet. La stimulation vagale ou stimulation parasympathique, comme rappelé à la diapositive précédente, s'accompagne de la libération d'un neuromédiateur appelé l'acétylcholine. Ce neuromédiateur est libéré par les terminaisons nerveuses en contact avec les structures cardiaques. La première conséquence de cette stimulation parasympathique sera la diminution de l'automaticité, soit l'apparition de ce que l'on appellera une bradycardie sinusale, autrement dit un ralentissement de la fréquence du pacemaker naturel du cœur. Nous voyons sur la diapositive numéro 13 la succession de deux potentiels d'action d'une cellule sinusale. Premier potentiel d'action donc, nous sommes en condition d'étude contrôle et nous allons ensuite ajouter de l'acétylcholine. Cet ajout d'acétylcholine, ici indiqué à une concentration de 0,03 micromolaire, donc c'est une substance extrêmement active sur ces cellules sinusales, cet ajout donc d'acétylcholine se traduit d'un point de vue électrophysiologique par une diminution de la pente de la phase de dépolarisation diastolique lente. Physiologiquement, cela entraîne un espacement entre deux potentiels d'action consécutifs, autrement dit, un ralentissement de la fréquence du nœud sinusal, que l'on nomme, comme je vous l'ai dit, bradycardie sinusale. La deuxième conséquence de la stimulation vagale est ce que l'on appelle la diminution de la conduction. Cela va apparaître lors d'une stimulation très importante du système nerveux parasympathique. Ceci a été réalisé de façon expérimentale. Ça va se traduire par une bradycardie intense, autrement dit un ralentissement, puis par un arrêt cardiaque, et enfin par une reprise de l'activité à un rythme très lent. Ce phénomène est appelé phénomène d'échappement. Et on reparlera de ce phénomène d'échappement, si vous le voulez bien, à propos du contrôle du débit cardiaque en toute fin de cours. Pour illustrer ce phénomène d'échappement, on va en fait utiliser le tracé d'un électrocardiographe, que l'on appelle un électrocardiogramme. Avant même d'étudier l'électrocardiogramme, je vous présente un tracé juste pour illustrer ici ce phénomène d'échappement. Bien sûr, nous reviendrons sur la description de l'électrocardiogramme. Le temps ici est indiqué en abscisse, et il s'agit d'un tracé qui représente l'activité électrique de l'ensemble du cœur, tel que nous le décrirons au chapitre suivant. Nous observons, sous stimulation vagale, un ralentissement. Et vous voyez, avec la flèche rouge, une zone où l'espace entre deux pics vers le haut, les pics très aigus vers le haut, cet espace augmente. Puis nous allons observer un arrêt de l'activité électrique cardiaque pendant quelques secondes, entre 4 et 10 secondes. Le tracé a été coupé, mais pendant ce temps, vous pouvez me croire, la ligne reste horizontale. Et enfin, nous allons observer une reprise de l'activité électrique cardiaque à une fréquence qui va être comprise entre 10 et 30 activités électriques par minute. Cette fréquence vous rappelle peut-être quelque chose. Si c'est non, retournez à la diapositive 49. Si c'est oui, eh bien vous avez compris que, puisque le système nerveux parasympathique innerve le nœud sinusal et le nœud auriculo-ventriculaire, l'acétylcholine qui va être libérée en grande quantité lors d'une stimulation intense va bloquer ces deux structures. Mais le faisceau de His n'étant pas soumis à l'action de l'acétylcholine, eh bien c'est le faisceau de His qui va jouer maintenant le rôle de pacemaker. Et c'est lui qui va imposer sa fréquence au reste du cœur. Le seul problème est que sa fréquence est très lente. Et donc on se retrouve avec un cœur qui aura une fréquence de 10 à 30 battements par minute. Voyons maintenant les effets de la stimulation sympathique. Comme rappelé à la diapositive 53, cette stimulation va se traduire par une libération de la noradrénaline par les terminaisons nerveuses en contact avec les structures cardiaques. Nous retrouvons sur la figure 15 la succession de deux potentiels d'action
d'une cellule automatique du nœud sinusal en condition d'étude contrôle. Et sur la diapositive suivante, nous allons apporter de la noradrénaline. La conséquence de cet ajout de noradrénaline va être une augmentation de l'automaticité, soit une apparition d'une tachycardie sinusale, qui en fait reflète une augmentation de la fréquence sinusale. Pourquoi est-ce qu'il y a augmentation d'automaticité? Eh bien parce que la pente de la phase de dépolarisation diastolique lente deviendra, avec, dans cet exemple, 0,3 micromol de noradrénaline. Ne retenez pas les concentrations, c'est uniquement à titre d'exemple. Nous voyons donc que la pente de la DDL, dépolarisation diastolique lente, augmente. Ceci s'accompagne, en plus, pour la stimulation sympathique, d'une augmentation de la conduction. Augmentation de la conduction, ça veut dire que le nœud auriculo-ventriculaire va être plus rapide pour transmettre l'impulsion qui va se propager plus rapidement à l'ensemble du tissu. Il n'y aura pas d'équivalent au phénomène d'échappement. La fréquence pourra être multipliée lors d'une stimulation sympathique par un facteur 3 au maximum. Il y a en effet une limite à l'augmentation de la fréquence cardiaque qui découle en partie de l'existence de la période réfractaire. Enfin, et bien que cela ne soit pas en rapport avec le contrôle de l'automaticité et de la conduction, nous pourrons noter dès à présent que la stimulation sympathique s'accompagnera aussi d'une augmentation de la force de contraction des muscles, aussi bien auriculaires que ventriculaires. C'est un effet qui, effectivement, est important pour l'activité musculaire, autrement dit l'activité pompe cardiaque, sur lequel nous reviendrons ultérieurement. En résumé, sur cette quatrième série de diapositives, il convient de retenir que la stimulation parasympathique aura des effets opposés à ceux de la stimulation sympathique en termes d'automaticité et de conduction, et que, sur la force de contraction cardiaque, seul le système nerveux sympathique sera actif. Nous allons maintenant évoquer à titre d'illustration du cours les principales anomalies de l'automaticité et de la conduction. Je vous répète que ce cours est un cours de physiologie, mais j'ai pensé que pour retenir les choses, les illustrer avec des exemples de la pathologie pourrait être un atout. Dans des conditions physiologiques, c'est le nœud sinusal qui est donc le centre rythmogène du cœur. Nous parlerons de rythme sinusal. En cas de ralentissement, voire en cas d'arrêt du fonctionnement du nœud sinusal, c'est le nœud auriculo-ventriculaire qui prendra le relais. En cas maintenant de ralentissement, voire d'arrêt du nœud auriculo-ventriculaire, ce sera le faisceau de His et le réseau de Purkinje qui prendront le relais. Nous parlerons alors de rythme idioventriculaire. Il s'agira d'un rythme qui, comme vous le savez, est beaucoup plus lent que les rythmes précédents. Le fait de savoir si un individu peut survivre lorsqu'il est en rythme idioventriculaire vous sera abordé dans les cours de cardiologie dans les années supérieures. Il convient de souligner que dans certaines conditions, des groupes de cellules pas nécessairement spécialisés dans la genèse de l'influx peuvent prendre le dessus sur les pacemakers évoqués précédemment. Ces groupes cellulaires peuvent avoir différentes localisations et on va les nommer des foyers ectopiques. Ces foyers peuvent être plusieurs, peuvent être nombreux et peuvent générer ainsi une activation complètement anarchique de l'activité électrique cardiaque. Le ralentissement ou l'accélération de la fréquence cardiaque, que nous avons nommé bradycardie et tachycardie sinusale, sont physiologiques et peuvent être le reflet du contrôle nerveux de l'automatisme cardiaque, mais ils peuvent également être pathologiques. Notamment, une bradycardie sinusale sera souvent observée chez le sujet âgé. Et si la fréquence devient trop faible, cette situation peut nécessiter la mise en place d'un pacemaker. On parlera alors dans le grand public de la pile au cœur. À l'opposé, la tachycardie sinusale peut être le reflet notamment d'une dysfonction thyroïdienne. Si une accélération de la fréquence est observée mais que l'influx ne prend pas sa source au nœud sinusal mais dans un foyer ectopique,
situés dans les ventricules, nous parlerons alors de tachycardie ventriculaire. C'est une situation qui est à risque d'évolution vers la fibrillation ventriculaire. Et elle se distingue par le fait que les ventricules, bien qu'accélérés, vont pouvoir se contracter tant qu'on est en tachycardie, alors que lorsqu'apparaît la fibrillation, il n'y aura plus d'activité mécanique cardiaque. C'est une situation évidemment qui est dramatique, puisque là, la survie de l'individu est engagée. Enfin, dans certaines conditions, la conduction auriculo-ventriculaire peut être ralentie, ce qui sera à l'origine de ce que l'on appelle des blocs auriculo-ventriculaires, notés en général BAV, bloc auriculo-ventriculaire. Nous reviendrons dans le chapitre suivant, traitement de l'électrocardiogramme, sur les anomalies qui sont diagnostiquées à la suite de ce type d'examen. J'aimerais enfin, pour conclure, que vous preniez conscience que ce cours a été volontairement simplifié, même s'il peut vous paraître relativement riche et touffu. À titre d'exemple, je vous propose donc cette figure d'un potentiel d'action d'une cellule automatique où apparaissent les différents courants entrants, qui sont représentés avec une flèche vers le bas, et les courants sortant de la cellule, qui sont représentés avec une flèche vers le haut. Vous reverrez dans les années supérieures ces notions, notamment en pharmacologie, puisque ces différents canaux sont impliqués dans le mécanisme d'action de plusieurs médicaments.